Ce soir-là, c'est cours de cuisine dans cet appartement de la région parisienne. Ces 5 apprentis cordon bleu sont venus découvrir le secret de leur prof Véronique pour concocter de bons petits plats. Tu partages avec ta maman. Alors, qui veut venir cuisiner le poulet ou qui veut venir cuisiner les pommes de terre? Au menu, poulet au citron confit et pommes de terre grenaille au thym. Une recette très classique, mais Véronique va la cuisiner d'une façon bien particulière, à la cocotte. Dans la première, la plus importante, on va pouvoir faire le poulet, qui va mijoter. Et dans l'autre, on va pouvoir faire les petites pommes de terre grenaille. On va le faire comme La ça, cocotte, cette grosse marmite en fonte, c'est la dernière mode pour mitonner des plats savoureux à la maison. On a déjà un morceau de poulet. On va pouvoir mettre le couvercle dessus, baisser le feu, et à part les surveiller de temps en temps pour regarder, il n'y a rien d'autre à faire. C'est facile, et ce qui plaît surtout à Gérard et Frédéric, c'est cette cuisson à l'ancienne qui fera son petit effet auprès de leurs amis. Un poulet comme ça, je ne l'ai jamais fait, un poulet au citron à la cocotte. Moi, je le fais au four de façon très basique, tu vois, donc je pense que je vais vraiment optimiser ma cocotte, ma belle cocotte. Le secret de la cocotte, une cuisson mijotée. Des viandes ou des volailles bien grillées à l'extérieur, comme dans une poêle, mais qui restent moelleuses à l'intérieur, grâce à la vapeur emprisonnée sous le couvercle en fonte. Là, il faut jouer avec le couvercle. Je mets le couvercle, je crée de l'eau, j'enlève le couvercle, je laisse s'évaporer si j'en ai trop. Un mijotage en un tournement qui marche aussi bien dans un four que sur des plaques à induction. Et voilà le résultat au bout d'1 heure. Une viande caramélisée à la sauce onctueuse. Bon. Fameux. Dépasser les casseroles et les poêles en inox, la cocotte en fonte, c'est la dernière tendance dans la cuisine des Français. Merci à vous. Emblème de la cuisine de nos grands-mères, la cocotte revient en force. Partout dans les magazines, elle s'affiche. Ovale ou ronde, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. 3 millions d'exemplaires vendus l'an dernier. La cocotte, c'est le produit en vogue dans les grands magasins. Vous pouvez mettre vos rôtis, vos poulets, donc c'est plus pratique. Mais c'est loin d'être donné. Comptez 179 € pour ce modèle de base. Et jusqu'à 389 € pour la version XXL, soit le prix d'un four de grande marque. Un produit vendu très cher qui attise la concurrence. Derrière ce business se cachent des personnages, parfois hauts en couleur. Comment ont-ils fait fortune? Quels sont leurs secrets de fabrication? Et que valent tous ces modèles une fois sur les fourneaux? Révélation sur les arrière-cuisines de cette guerre des cocottes. Si la cocotte fait un carton aujourd'hui, c'est grâce à un homme qui a trouvé la bonne idée pour la remettre au goût du jour. En plein cœur de Paris, un restaurant en vogue. Ce matin-là, tout le petit milieu de la critique gastronomique s'y est donné rendez-vous pour décerner le prix du meilleur bistrot parisien de l'année. Un pince-fesse organisé par ce personnage plutôt fantasque, Francis Staub, 62 ans. C'est un secret qu'il faut bien garder, parce que celui-là est vraiment remarquable. Un Alsacien qui, depuis 10 ans maintenant, remet ce prix aux espoirs de la cuisine. Et en guise de récompense, pas de toque ni de médaille, mais cette cocotte bleue de ménagère. J'ai le plaisir de vous remettre cette marmite qui est une pièce unique, qui est une pure merveille, et permettez de vous embrasser. Bravo, bravo. Une vraie star, car à sa manière, c'est un peu le Yves Saint-Laurent des ustensiles de cuisine. C'était un des pionniers, je dirais, dans les marques connues. Voilà, avant, c'était de vulgaires casseroles en aluminium. Monsieur Staub a été un des précurseurs de la marmite griffée. C'est dans les années 90 que Francis Staub va relancer ce symbole de la cuisine de nos grands-mères. La cocotte, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est née en 1924, de la rencontre d'un spécialiste de la fonte et d'un industriel de l'émail pour le revêtement. Une marmite étonnante qui ne rouille pas, à la différence des ustensiles de cuisine de l'époque. Pendant 50 ans, la cocotte va ainsi trôner dans la cuisine de la ménagère. Une valeur sûre pour une cuisine à l'ancienne. Fonte de Couzance, depuis Henri IV. Madame. Mais au début des années 80, c'est une petite révolution qui va subitement ringardiser la cocotte.
L'arrivée du micro-ondes et sa cuisson express fait brutalement chuter les ventes. Et même à grand renfort de jolies jeunes femmes dans ses pubs, la cocotte prend un sacré coup de vieux. Miss Le Creuset, j'aime votre sauté d'agneau au curry. C'est la traversée du désert. Jusqu'au début des années 90, où Francis Staub va avoir une intuition. Cette cocotte qui restait dans les cuisines, il veut la servir sur les tables. Et pour cela, il va la soigner comme un objet de décoration. Loin des salons parisiens, c'est à Turckheim, ce petit village d'Alsace, que l'aventure a commencé. Nous sommes en 1974. Francis Staub, 24 ans, enchaîne alors les petits boulots, jusqu'au jour où il décide de monter une boîte à son nom qui vend des ustensiles de cuisine, depuis ce garage. C'est dans ce garage que la Staub a débuté. Ben là, vous aviez les bureaux à l'étage. Là, vous aviez un poste de conditionnement et les stockages qui étaient là au fond à droite. Et puis là, toutes les bimblotteries. Un bazar d'ustensiles qui va trouver sa clientèle et prendre de l'ampleur en Alsace. Ah, les cloches devraient sonner maintenant, c'est l'heure. Rapidement, cet entrepreneur un peu original décide de fabriquer ses produits. Et déjà, il dessine lui-même ses propres cocottes. Car il a son intuition en tête, sortir cette marmite des fourneaux pour la poser sur les tables. Mais au début, l'inspiration part un peu dans tous les sens. C'est moi qui ai dessiné la cocotte poule, c'est pas moi qui ai réalisé tous les détails que vous retrouvez ici. Bien entendu, après aux sculpteurs de faire leur travail, mais sur mes indications. Partant de là, regardez, vous mettez une volaille là-dedans, regardez, c'est merveilleux. Vous la fermez, vous présentez ça à table. Tous les gens qui sont dans la table, la première des choses qu'ils font, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais quelle beauté !» Mais la bonne idée arrive un peu plus tard. Il va décliner sa cocotte en version miniature, inspirée par les dinettes d'enfants. Tout le monde avait dans son parc en bois, quand on était par terre avec les bambinettes entre les jambes, tout le monde avait toujours des petites casseroles de rien du tout, qui étaient en tôle, qui étaient dans des matériaux qui n'avaient rien à voir avec cela, mais personne n'imaginait l'usage. Donc d'un côté, c'est une dinette, de l'autre côté, c'est un vrai objet culinaire, avec la découverte de ce qu'il y a dedans par le mouvement du lever du couvercle. Qu'est-ce que je vais manger? Et c'est là que Francis Staub réussit son coup marketing. Un jour, il envoie ses mini-cocottes en fonte à Joël Robuchon, Paul Bocuse et Alain Ducasse, 3 stars de la cuisine. Séduits, les 3 grands chefs décident alors de servir leurs plats dedans, directement à table. Monsieur Robuchon, sa purée est présentée dans cette cocotte, et Dieu sait à quel point la purée de Monsieur Robuchon est quelque chose de célèbre. C'est le déclic. Dans le sillage des grands chefs, les ménagères, à leur tour, reviennent vers la cocotte. Un énorme succès. En 2008, Francis Staub décide d'ailleurs de vendre sa marque à un groupe allemand. Mais les cocottes qui portent son nom continuent de se vendre en France comme à l'étranger, 1 200 000 écoulés l'an dernier. Résultat, les cocottes sont devenues le nouveau marché à conquérir pour les industriels de la fonte. Des grandes marques comme Staub, Le Creuset ou Chasseur. Toutes attirées par les chiffres astronomiques des ventes, mais aussi l'incroyable rentabilité de ces marmites en métal. Et parmi ces géants de la fonte, il y en a un qui fait parler de lui depuis peu, en tentant de faire avec la cocotte ce qu'il a déjà réussi avec un autre produit star de la maison. C'est le propriétaire de cette fonderie de 120 salariés installée dans les Ardennes, près de Sedan. Et si l'entreprise n'est pas connue, son PDG, lui, tous les Français l'ont découvert grâce à la pub. Est-ce que vous savez qui c'est? Un biker? Oui, c'est un gourou. Ce PDG, c'est Jean-Pierre Dupire, 72 ans. Avec ses verres fumés et sa coiffure rasta, c'est le roi du poêle à bois en France. C'est en misant sur des campagnes de pub détonnantes, centrées sur son look, qu'il a remis au goût du jour ce mode de chauffage tombé dans l'oubli. Il vous est arrivé quelque chose? Ils m'ont passé la machine à laver, hein? Voilà, c'est... Ah, il est là? Moi, je préfère celle-ci. Finalement. Celle-ci, ça change un peu, là. Et il va en avoir marre de voir ma tronche. Pourtant, c'est bien ce qui lui a permis de vendre 170 000 poêles à bois encore l'an dernier.
Mais aujourd'hui, c'est avec la cocotte qu'il repart à l'assaut du marché. Ce matin-là, Danielle, sa directrice commerciale, vient lui présenter les dernières créations et notamment une nouvelle couleur, un vert criard destiné au marché asiatique pour renouveler l'ancien vert plus pastel. Une couleur un peu plus vive. Hein. Non, je trouve pas... Non, je préfère ça. Je préfère nettement ça. C'est un peu brillant. Bah, disons que les marchés d'Asie sont actuellement très flashy. Dégradé, là, je trouve que c'est un peu dépassé. Le vert flashy n'est pas du goût de Jean-Pierre, mais il sera quand même proposé aux clients japonais, auxquels il a tapé dans l'œil lors d'un salon international. Eh ben, c'est parfait. Moi, je m'adapte à tout le monde. Du moment que ça se vend, c'est l'essentiel. Le PDG a su s'adapter à toutes les modes pour vendre ses produits en fonte, la spécialité de l'entreprise familiale depuis 1924. Une fonderie qui, au tournant des années 80, fabriquait alors des petits objets de décoration, dessous de plats, porte-parapluie ou encore porte-savon. Ce porte-savon-là, des dizaines de milliers qu'on a vendus. Les gens sur le stand, ils étaient là, comme des mouches, hein, sur une merde. Hein. Mais dans les années 2000, le secteur de la décoration en fonte s'effondre. Un revers commercial dont Jean-Pierre Dupire va tirer parti. Il a le savoir-faire et les installations. Alors en même temps que ces chauffages à bois qui commencent à bien se vendre, le PDG Rasta décide de produire des cocottes. Voilà, je vous remercie, excusez-moi. Son usine tourne donc à plein régime, ce qui explique en partie comment il peut proposer des prix 40% moins chers que ses concurrents. Mais il y a une autre raison. La matière première de ces cocottes que la marque achète à prix imbattable. Bonjour monsieur, ça va ce matin? Ça va, merci. Vous en êtes où au niveau du chargement du four? On va bientôt être rempli. C'est sa directrice commerciale Danielle qui assure la collecte de cette fonte ultra économique pour les cocottes. Devant l'usine, la voici. C'est cette montagne de vieilleries métalliques. On utilise beaucoup de matériaux de recyclage, hein, donc on va recycler de la fonte qui était utilisée pour bien sûr les radiateurs, les baignoires, enfin tout un tas de mobilier. Il y a aussi des pièces automobiles, des grilles d'égout, tout en fonte. Et le plus étonnant, c'est que la moitié de cet amoncellement, ce sont des rebuts de l'usine elle-même. Comme ces cocottes ratées, impropres à la vente. Tout cela va donc être fondu pour fabriquer des marmites flambant neuves. Et puis ici, vous avez donc le minerai qui va servir à mettre toutes ces matières en fusion pour que tout puisse arriver à une température très élevée de 1400 degrés. Et cette fonte en fusion, la voici, un alliage de fer et de charbon ici à l'état liquide. La fonte est ensuite coulée dans des moules. Après 1 heure de refroidissement, voici à quoi ressemble une cocotte en fonte brute. À ce stade-là, il y en a pour 7 € de fonte par cocotte, bien loin des 100 € qu'elle coûte en magasin. Pour le moment, elle ne vaut pas grand-chose, parce qu'en fait, c'est toutes les opérations qui vont se passer après la sortie de la matière brute qui vont coûter, bien sûr, qui vont amener de la valeur ajoutée à son produit. La valeur ajoutée dont parle Danielle, ce sont d'abord toutes ces petites mains qui soignent la surface de la cocotte. Du démoulage à l'emballage, l'ustensile passe entre les mains d'une dizaine d'ouvriers. Ici, à l'émaillerie, la cocotte prend des couleurs, la fonte brute passe à l'émaillage. L'émail, c'est du vert, et on va recouvrir avec un mélange vert-couleur notre cocotte pour avoir la couleur définitive. Dernière étape, le passage au four pour fixer l'émail. Au bout du compte, en sortie d'usine, la cocotte est facturée 45 € aux détaillants qui, eux, la revendront 100 € en magasin. 45 € sur lesquels Jean-Pierre Dupire, comme ses concurrents, prélève au passage 35% de marge nette. Avec ces marges, dignes du luxe, les industriels se ruent sur la cocotte. Mais tout le problème, c'est de trouver le petit plus qui fera la différence. Ce jour-là, sur ce salon des arts ménagers à Rodez, Danielle, la directrice commerciale, est loin d'être la seule à vendre des cocottes. Alors pour attirer le client, elle tente d'innover. Vous pouvez la commander aujourd'hui, si vous voulez. Je ne sais pas la taille qu'elle veut. Ah, il y a 20, 24 ou 31 ovales. Elles sont là. Je ne sais pas.
En fait, les nouveaux produits sont ici. Si Danielle range la cocotte rouge tout en bas des étagères, c'est parce que la tête de gondole, elle veut la réserver à ses nouvelles couleurs. Le taupe et le meringue, au risque de bousculer les habitudes de ses clientes. Et ça devrait peut-être marcher dans votre Aveyron. Non? Ça colore un peu. Et ça change parce que si vous voulez, c'est les nouveaux revêtements satinés. Essayez un coloris naturel, peut-être que ça sera... Prenez-en une ou deux. Dès qu'on change quelque chose sur la cocotte en fonte, tout de suite, ça perturbe le consommateur. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est que ça fonctionne et qu'on amène une petite touche de fantaisie, de couleur dans la fonte. Une petite fantaisie qui va faire mouche. Ce jour-là, ses clientes, lassées du rouge, vont lui acheter ses cocottes pastel. On peut très bien marier les deux, faire la petite comme ça et puis mettre une grande comme ça en champignon. Allez, on note. En 2 jours, Danielle va ainsi vendre une centaine de ces nouvelles cocottes sur le salon. C'est le succès qu'on attendait pour ces 2 nouveaux coloris. Donc on est très satisfaits. Mais pour se démarquer et attirer le client, certains fabricants n'hésitent pas à prendre encore plus de risques avec des récipients en rupture avec la cocotte traditionnelle. À quelques mètres, un autre stand veut créer le buzz, c'est celui d'une PME d'Alsace. Avec cette nouvelle cocotte, Emmanuelle, la commerciale, veut prendre le contre-pied de ses concurrents sur un aspect essentiel, le poids. Dans ma cuisine. Le but est d'avoir un look cocotte grand-mère sans en avoir l'inconvénient majeur connu de tout le monde qui est le poids. Normalement, une 31, ça pèse aux alentours de 6 à 7 kilos. On est d'accord? À vide. Là, sur cette cocotte, on est à 2,5 kg, à vide. Voilà. Une cocotte 3 fois moins lourde. L'explication, elle n'est pas en fonte traditionnelle, comme les autres cocottes, mais en fonte d'aluminium. Un terme un peu équivoque, car en réalité, c'est un simple alliage d'aluminium qui ne contient pas 1 gramme de fonte. Si je devais la regarder au microscope, ça ressemblerait à une éponge ou de la mousse au chocolat, au choix. C'est plein de petits trous. Et donc, c'est un produit qui, de toute façon, techniquement, n'ira jamais dans des températures trop excessive. Et c'est un peu le problème. Pour que ça mijote, il faut qu'en début de cuisson, la température monte assez haut. Les clientes s'interrogent et Emmanuelle, en bonne commerciale, cherche à les rassurer. Chez nous, on a du mal, ils sont encore super classiques. La fonte, ça mijote mieux parce que ça tient mieux la chaleur. Alors là, en termes de mijotage, moi j'en ai une depuis 1 an et demi que j'ai utilisée. En termes de mijotage, j'ai aucun souci. Pour percer dans le secteur, Emmanuelle a donc tout misé sur la légèreté de sa cocotte. Et la PME qui l'emploie ne va pas ménager ses efforts pour convaincre les clients qu'avec cette nouveauté, on peut faire de la bonne cuisine. Direction Célestat en Alsace. C'est ici qu'est installée la petite marque. Ces cocottes viennent à peine d'être lancées et le directeur veut booster les ventes. Mesdames, c'est l'heure de la formation, on y va? Ce matin-là, Philippe Gelb convoque tout le monde. Et Sébastien, vous êtes prêts? On va faire cette formation. Il veut trouver les arguments qui feront mouche auprès des clients. Alors, on va travailler un filet mignon de veau aux figues et aux épices. D'accord. C'est Sébastien, commercial de la boîte et passionné de cuisine, qui conduit cette réunion de travail un peu particulière. Première étape, l'allumage des feux. Et selon lui, déjà, un premier argument économique en faveur de sa cocotte. Le revêtement en céramique et pas en émail, comme ses concurrents, conduirait plus vite la chaleur. Et là, tu es sur quel thermostat, là? Je suis sur 6, donc la céramique chauffe 2 fois plus vite que n'importe quel autre revêtement. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'aller sur des températures très hautes. D'accord. Les morceaux de viande commencent à dorer. Vous entendez? C'est vrai que ça crépite, c'est tout à fait comme dans les cocottes en fonte traditionnelles. La seule différence, mais pas des moindres, c'est que la viande avec le revêtement céramique n'accroche pas du tout au fond de la cocotte. Elle ne grille pas. Parfois, c'est embêtant. Mais pour Sébastien, au contraire, il faut utiliser cet argument qui peut séduire des cuisiniers débutants. Ah, ça colle pas, hein? Ah non, c'est ça aussi l'avantage. C'est aussi ça l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vraiment déplacer les morceaux parce que parfois c'est embêtant. Ça reste scotché dans le fond et puis ensuite on peut plus très bien les déplacer. Il faut attendre que ça ait fini de caraméliser. Alors que là, ça caramélise et ça se déplace très très facilement.
Il y a moins de risque que ça roussisse dans le fond, finalement. Hein, Tout à fait, parce que le problème de la fonte traditionnelle, c'est qu'il faut rester à côté. Si on ne fait pas attention, si on déglace pas tout de suite, là, on va brûler les aliments. Il y aura moins d'attention. Ça peut être un argument supplémentaire. Tout à fait. Et en nettoyage, on va juste, une fois avoir sorti les aliments, on va juste la passer à l'évier. Cette nouvelle cocotte pourrait donc séduire les cuisiniers peu aguerris et qui manquent de temps. Et en plus, comme elle est fabriquée en Chine, elle est proposée à 139 € en magasin, l'un des meilleurs prix du marché. Avec tous ces arguments en poche, Philippe et Sébastien vont tenter de convaincre un de leurs clients de commander leur nouvelle marmite. Le centre-ville d'Obernai, en Alsace. Le directeur de la PME et son commercial débarquent dans un magasin de produits de la maison. Un détaillant qui vend déjà certains de leurs produits. Bonjour Gérard. Bonjour Sébastien. Comment allez-vous? Et vous? Aujourd'hui, il va falloir convaincre Gérard, 30 ans de métier, un commerçant qui ne vend que des cocottes traditionnelles en fonte, une trentaine par mois. Voilà, donc moi je vous invite, Gérard, à la manipuler. Pour commencer, Sébastien mise sur la légèreté de sa cocotte. Dans un premier temps. Vraiment surpris, hein, parce que c'est quasiment 5 fois plus léger que la fonte, ou au moins 3 fois. Hein. Oui. Mais le poids est synonyme de qualité pour certains clients. Alors Sébastien rassure tout de suite Gérard. Sa cocotte en aluminium aurait les mêmes propriétés que celle en fonte, même s'il faut être un peu plus patient. L'utilisation va être la même, comme je vous le disais. La cuisson va être un peu plus longue. Donc on prépare, on saisit de la même façon les plats qu'on veut préparer comme dans une cocotte en fonte traditionnelle, d'accord ? Quand vous allez faire mijoter, ça va juste être un peu plus long. Mais surtout, Sébastien a un argument de poids face aux grandes marques, dont les cocottes sont vendues près de 200 € en magasin. On est à partir de 89 € jusqu'à 139 pour la ovale en taille 31. Je pense qu'on est dans une fourchette de prix que les gens pensent prêts à dépenser pour un produit comme ça. Hein. Pour Gérard, le prix, c'est le détail qui peut convaincre ses clients. Ce jour-là, il va en commander une vingtaine à Sébastien pour les vendre dans son magasin. Mais cette cocotte poids plume a-t-elle vraiment les mêmes propriétés que la cocotte traditionnelle en fonte? Au-delà du même look rétro, est-elle aussi efficace pour un bon mijotage? Pour le savoir, nous sommes allés voir David Radgeber, un chef parisien qui a travaillé 12 ans avec Alain Ducasse. Il va réaliser une même recette, mais dans les deux types de cocottes. L'une en fonte de fer, l'autre en fonte d'aluminium. C'est parti pour une joue de bœuf braisée. Et dès le premier geste, une différence bien visible. Déjà dans la fonte, ça va déjà beaucoup plus vite. Hein. L'huile fume plus, ça veut dire que la matière est beaucoup plus conductrice, quoi. Vérifions, le chef mesure la température dans les deux cocottes à feu égal. 70 degrés dans la fonte d'aluminium, 86 dans la fonte de fer. Forcément, la viande réagit différemment. C'est que vous voyez que ça saisit beaucoup plus dans la fonte. Hein. Là, il y a une croûte qui s'est formée. Parce que là, la croûte s'est pas formée. La viande, elle bout plus qu'elle se saisit, là. Autre différence, la présence de sucre, les restes de caramélisation de la viande. Regarde les sucres dans la viande. Tu vois là? C'est ça qui donne le goût au plat. Là, il n'y a pas de sucre. C'est que du gras. Quand on va déglacer avec le liquide, il va décoller les sucres de la cocotte. C'est ça qui donne du goût. Démonstration, après une demi-heure de mijotage. L'écume en surface est beaucoup plus épaisse dans la cocotte de droite, celle en fonte. Ce sont tous les sucres libérés par la cuisson et remontés du fond. Des détails qui donnent toute la saveur au plat. Mais pour David Radgeber, un cuisinier en herbe y trouvera tout de même son compte, avec une cocotte en fonte d'aluminium. Dans la cocotte en fonte d'aluminium, on peut réaliser des plats braisés au mijoté, sauf que par rapport à la fonte traditionnelle, on aura moins de sucre, moins de concentration et moins de saveur, parce que justement la viande saisit différemment. Pour un cuisinier amateur à la maison qui veut faire un bon plat braisé, une blanquette, bien sûr, il pourra prendre du plaisir et s'amuser dans ce genre de cocotte. À chaque marmite son couvercle et donc peut-être à chaque cuisinier sa cocotte. Mais la bataille devrait se poursuivre. Aujourd'hui, le marché de la cocotte est estimé à 300 millions d'euros.